François Perret, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale pour le lancement de notre rubrique Opinion Entrepreneur. Alors vous êtes un haut fonctionnaire, comme on dit, moi je préfère dire un grand commis de l'État, qui avait comme singularité d'être un peu à la charnière entre le public et le privé, puisque, entre autres qualités, vous dirigez le dispositif Pacte PME. Vous travaillez depuis des années à faire émerger, à aider les PME à grossir et dans le lien avec les ETI, les grandes multinationales, à se développer, parce qu'on va en reparler dans l'interview, c'est peut-être un des maillons faibles de l'économie française. Vous êtes également conseiller scientifique de SCP Business School et vice-président du think tank Étienne Marcel, que les lecteurs d'Opinion Internationale connaissent. Alors, une des choses aussi qui m'intéresse avec vous, c'est que vous êtes notamment, non pas spécialisé, mais vous avez à cœur de travailler sur la question du travail et du partage de la valeur, du partage et de la valorisation des rémunérations des salariés dans une économie où souvent on oppose l'intérêt de l'entrepreneur ou de l'entreprise à la rémunération des salariés. Et d'ailleurs, votre dernier livre chez Duno s'appelle « Non, votre salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi. Vaincre l'austérité salariale, c'est possible ». Alors, première question, cette interview se fait à un moment bien particulier. La France a connu 2 années d'hyperinflation qui ont évidemment considérablement rogné sur le pouvoir d'achat des Français et notamment des salariés et des classes moyennes. Alors là, on rentre dans une phase, semble-t-il, un peu de stabilisation des prix. Comment se pose aujourd'hui, selon vous, la question de l'amélioration durable du pouvoir d'achat des classes moyennes et de plus particulièrement ceux qui travaillent? Il y a une dimension conjoncturelle du sujet et puis probablement un mouvement de fond sur lequel il faut travailler pour avoir vraiment à l'esprit les conditions auxquelles on pourrait augmenter durablement le pouvoir d'achat des classes moyennes. La dimension conjoncturelle, vous l'avez rappelé, effectivement on sort d'une période inflationniste, on a terminé l'année autour de 4,9% d'augmentation générale des prix. Alors c'est vrai que si on regarde ce que disent les conjoncturistes, je pense à l'OFCE qui indique que globalement le pouvoir d'achat devrait se redresser d'environ 1% cette année pour les Français. C'est une bonne nouvelle qui tient particulièrement notamment au redressement des revenus du patrimoine, qui tient également à l'indexation des prestations sociales sur la hausse des prix au cours des derniers mois. Pour autant, cet optimisme doit être très relativisé parce qu'il va y avoir aussi beaucoup de disparités, puis parce que toutes les dimensions qui construisent le pouvoir d'achat ne vont pas aller vers une tendance naturelle à la hausse. Je pense aux revenus du travail qui vont plutôt continuer en termes réels par rapport au mouvement des prix à baisser et qui posent la question de savoir si effectivement en France on peut effectivement s'enrichir par son travail. Donc on sort de cette période inflationniste, on a l'espoir que le pouvoir d'achat retrouve quelques couleurs, mais si on prend maintenant les choses avec un peu de recul, on s'aperçoit qu'on a quand même plusieurs challenges à relever. Le premier challenge, c'est d'abord que le pouvoir d'achat ne progresse pas pour tout le monde de la même façon. Il y a d'importantes disparités, et moi ce qui me frappe, si on regarde les choses un peu au long cours, c'est que globalement il n'y a pas de ruissellement salarial dans l'économie. C'est-à-dire que les seuls revenus qui continuent d'augmenter sont les revenus au-dessus du salaire médian. Le salaire médian aujourd'hui c'est à peu près 2090 €, mais c'est même nettement au-dessus du salaire médian, autrement dit du côté des hautes rémunérations, que le mouvement reste favorable. Par contre, très en dessous, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça c'est un premier challenge, c'est comment faire en sorte qu'on ait une dynamique salariale qui emporte l'ensemble des classes moyennes et des plus fragiles. Les plus fragiles d'ailleurs, ils ont pris cher avec les crises successives, parce que là aussi, si on regarde les choses un peu à long terme, pas seulement sous l'effet de la crise énergétique et de l'inflation récente, mais la part des dépenses contraintes des ménages les plus fragiles a tendance à augmenter significativement. Chez un foyer modeste, la part des dépenses obligatoires, là-dedans on met évidemment le loyer, les transports, la nourriture, ça peut représenter jusqu'à 68%
d'un budget mensuel. Ça explique que beaucoup de Français, avant la fin du mois, soient dans le rouge. Donc on a ces difficultés finalement en termes d'inégalité de salaire. On sait aussi que les inégalités de salaire sont moins importantes elles-mêmes que les inégalités de patrimoine. Et donc il faut arriver à relever ce challenge de donner de l'air à tous, mais en particulier de faire en sorte finalement que les classes moyennes puissent redresser un peu la barre en termes de pouvoir d'achat. Ça suppose du desserrement monétaire. C'est vrai que comme le pic inflationniste est derrière nous, on peut penser que les banques centrales vont progressivement lâcher du lest sur les taux. Deux, effectivement, il faut trouver des moyens d'enclencher cette dynamique salariale. Et en fait, en réalité, il faut être quand même sincère sur le sujet. Tant qu'on n'arrivera pas à redresser les gains de productivité de l'économie française, on n'aura pas suffisamment de marge de manœuvre pour augmenter les salaires. Et je crois que c'est aussi ça le deuxième gros défi, parce que sinon on a tendance à uniquement faire reposer le pouvoir d'achat sur notre capacité à indexer les prestations sociales sur les prix, et on sait les conséquences que ces mécanismes de solidarité publique peuvent avoir sur nos dépenses sociales. Alors, travailler sur les gains de productivité, qui est souvent un des points faibles de l'économie, il y a peut-être une autre piste qui est celle de déplacer les sources de financement de toutes les grandes protections sociales, maladies, retraites, etc., du travail vers d'autres formes de revenus, mais ça on en parlera après. Le Premier ministre Gabriel Attal a une formule très forte dans son discours de politique générale. Il fait le pari de désmilitariser le travail, en fait. Et comment on fait? Quel conseil lui donneriez-vous pour relever ce défi qui est une autre manière de dénoncer cette austérité salariale dont souffrent beaucoup de Français? C'est vrai qu'il y a un peu plus de 3 millions de salariés aujourd'hui, 3,1 millions pour être précis, de salariés qui sont au niveau du SMIC. Ça représente à peu près 17% de l'emploi privé, c'était seulement 12% il y a 3 ans. Donc il y a un mouvement de fond qui s'explique de deux manières en définitive. C'est qu'au niveau du SMIC, on a pu indexer les rémunérations sur la hausse des prix. Ça fait partie des règles qui s'appliquent mécaniquement depuis un certain nombre de décennies. Par contre, les autres revenus du bas de l'échelle des revenus n'ont pas suivi. Le salaire de base des ouvriers et des employés n'a augmenté que de 9% depuis 2021, là où le SMIC, lui, a augmenté de 12,3% sur la même période. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il y a ce hiatus qui est en train de se creuser. La deuxième raison, c'est qu'en fait, beaucoup d'employeurs ont tendance à laisser à des niveaux assez bas ce qu'on appelle les minima conventionnels, parce qu'en réalité, les allègements de charges sociales se font massivement au niveau du SMIC. Donc tout l'enjeu effectivement de la prise de parole du Premier ministre et de l'action gouvernementale derrière, ça va être de revenir sur cette politique d'exonération de charges pour qu'elle ne bénéficie pas uniquement au niveau du SMIC, mais que dégressivement, elle puisse quand même profiter au niveau de rémunération supérieure. Ça, c'est la vision de court terme. Mais en réalité, si on veut durablement augmenter les rémunérations dans l'économie française, et notamment des salariés qui sont dans le bas de l'échelle des revenus, il faut développer les compétences de l'économie française. Le vrai challenge, il est là, au fond. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on gagne en compétitivité, en attractivité. Pour ça, il faut qu'on remette à niveau les compétences des Français, que beaucoup plus basculent vers un niveau de qualification plus élevé. Qui dit niveau de qualification plus élevé dit attractivité supplémentaire, dit force de négociation plus forte pour avoir une rémunération plus élevée. Ceci dit, encore une fois, est-ce que un des principaux boulets que traîne l'économie française et les politiques publiques, ça n'est pas le fait que beaucoup des richesses redistribuées, encore une fois, sur toutes les grandes protections sociales, viennent du fait qu'elles sont taxées sur le travail? Est-ce qu'il ne faudrait pas libéraliser ou remplacer toutes les cotisations sociales par une TVA sociale, c'est-à-dire où ce serait plus sur la consommation ou sur d'autres formes de revenus que seraient tirés les fruits des créations de richesses pour pouvoir financer les besoins sociaux de l'économie et libérer le travail de cette emprise, en fait, de ce boulet
considérable? Ou est-ce que vous pensez que c'est totalement utopique et que ça n'est pas possible à court ou moyen terme? Alors, ce mécanisme de TVA sociale, il faut bien le comprendre. Il procède en fait d'une double logique. Premièrement, on diminue les cotisations patronales, voire les cotisations salariales, et en contrepartie, effectivement, on augmente le taux réduit ou le taux normal de TVA pour dégager finalement des recettes supplémentaires pour le financement de la sécurité sociale, et on en attend un effet compétitivité parce que la baisse des cotisations patronales abaisse le coût du travail. Alors, concrètement, que nous enseigne l'histoire économique récente sur le sujet? Il y a eu 2 tentatives, 3 en réalité. Il y en a une au Danemark entre 1987 et 1989. On a augmenté le taux de TVA de 3 points. Pareil en Allemagne en 2007, on a augmenté le taux de TVA de 3 points. Et puis une expérience très fugitive, très éphémère en France, à l'époque du quinquennat de Nicolas Sarkozy, puisque François Hollande, à son arrivée en 2012 au pouvoir, a annulé en fait les décisions de TVA sociale qui avaient été prises par son prédécesseur. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Si on augmente la TVA, disons-le clairement, la TVA, c'est un impôt sur la consommation. Donc, il touche tous les Français. Donc, ça veut dire que cela a 2 effets pervers potentiels. Premièrement, provoquer une hausse générale des prix plus importante. Et là, on sort quand même d'une période inflationniste très lourde qui fait que je ne suis pas sûr que les Français verraient d'un bon œil le fait que les prix à la consommation augmentent. Deuxièmement, quand les prix à la consommation augmentent, globalement, ce sont les plus fragiles qui payent le plus lourd tribut à cette augmentation parce que la part de leurs dépenses courantes dans leur budget est plus élevée. Donc ça, c'est l'effet impact sur la consommation. Du côté de l'offre, puisque c'est ça la principale attente de la TVA sociale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en réalité, la baisse de la cotisation patronale ne produit un effet compétitivité que si le report de la baisse des cotisations sur les prix de vente se fait très largement. Donc, autrement dit, si l'entreprise choisit de baisser ses prix de vente, il y a un effet compétitivité au niveau international qui marche. Par contre, à partir du moment où vous baissez les cotisations patronales, la tentation est forte de relever également les salaires. Donc tout dépend au final de l'équilibre entre l'augmentation des salaires et la baisse des prix de vente pour produire un effet réel ou pas en termes de compétitivité. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous en pensez, François Perret? Je pense que c'est un peu contracyclique et que c'est peut-être pas le moment de se lancer dans cette aventure. Il y a des alternatives aussi qu'il faut examiner, qu'il faut prendre le temps d'examiner. Certains parlent aussi de CSG social. Alors du coup là on n'est plus tout à fait dans l'impôt, on est dans une cotisation qui pèse également sur les revenus du travail. Abaisser le taux de CSG qui est aujourd'hui de 6,6%, c'est potentiellement pénaliser les revenus du travail et pénaliser aussi le pouvoir d'achat des retraités qui payent la CSG. On voit que sur ce sujet, on a un peu balayé le champ des possibles depuis une dizaine d'années et qu'on n'arrive pas à trouver l'équation idéale. Donc, les solutions de François Perret, c'est les compétences, c'est les gains de productivité. Il y a peut-être une troisième solution sur laquelle je sais que vous avez aussi beaucoup travaillé, c'est la réindustrialisation de notre économie, qui est devenue un des leitmotifs de toutes les forces politiques aujourd'hui en France. Est-ce que l'avenir n'est pas aussi de ce côté-là? Est-ce qu'il ne faut pas accélérer en investissant massivement dans une réindustrialisation qui, j'ai envie de dire, mécaniquement entraînerait une mobilisation de compétences, notamment la question des compétences est cruciale, et évidemment des rémunérations dans des secteurs, on va dire, plus solides que, par exemple, les services ou le tout numérique. Alors, où est-ce qu'on en est sur la question de la réindustrialisation? Je dirais que le mouvement de désindustrialisation, la fameuse hémorragie finalement industrielle, je crois, est derrière nous. On le voit sur la période 2017-2022, le solde net de création d'usines est de plus 300, là où la destruction nette, c'est-à-dire l'écart entre les créations et les destructions d'usines industrielles, était de moins 600 sur la période 2008-2016. Donc déjà, il y a un premier acquis, on arrête de perdre aussi de la richesse et de détruire des emplois industriels. Pour autant, le grand soir de la réindustrialisation, et vous avez raison
de le signaler, il va passer par le développement des compétences. Le président de France Industrie disait il y a quelques semaines qu'il faudrait créer 1 million d'emplois dans l'industrie pour accompagner ce mouvement de réindustrialisation. Pour créer 1 million d'emplois, il faut accélérer la reconversion professionnelle des cadres vers ce que j'appellerais les métiers d'avenir, les métiers autour de la tech, de la transformation numérique et les métiers de la réindustrialisation verte, donc tout ce qui concerne la transition écologique. Donc je crois que fondamentalement, en effet, on a un enjeu de fond qui est le développement des compétences. En parallèle, c'est vrai qu'il faut continuer de travailler sur l'abaissement du coût du travail pour avoir un effet compétitivité solide, continuer le mouvement de baisse des impôts de production qui a été engagé mais qui est un peu ralenti aussi par la trajectoire actuelle des finances publiques, et aussi arrêter de rêver. La réindustrialisation, ce n'est pas un travail sur 3 ou 5 ans ou même sur 10 ans, c'est un travail sur plusieurs générations. Donc évidemment, il faut prendre à bras le corps ce sujet. C'est un peu quand même ce qui est fait par le gouvernement. Je pense à toutes les actions menées depuis France Relance, mais aussi France 2030. On essaye quand même de concentrer les dépenses de l'État vers les secteurs les plus porteurs. Toute dernière question, est-ce qu'il y a une entreprise en France qui est exemplaire en matière de partage de la valeur, de valorisation des rémunérations de ses collaborateurs? Alors, il y a l'exemple de Peugeot qui s'enorgueillit de distribuer des primes considérables à ses collaborateurs. Est-ce que vous auriez un ou deux noms de PME et d'ETI qui sont quand même le cœur de l'économie française, ou qui, j'espère, vont le devenir de plus en plus, qui sont exemplaires en la matière? Alors, vous avez raison de rappeler qu'il y a quand même un certain nombre de grands groupes qui sont très engagés. Je pense aux grands groupes qui sont dans les bâtiments et les travaux publics. Je pense à Bouygues, je pense à Vinci, je pense à Eiffage, qui ont quand même une longueur d'avance avec la part, en effet, d'actionnariat salarié qui est extrêmement importante. Je pense à Renault, je pense à Veolia. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que ça ne suit pas derrière. La loi Pacte avait fixé l'objectif d'avoir à l'horizon 2030 10% du capital qui soit détenu par des actionnaires salariés. On est très très en dessous de cette barre. Pour autant, c'est vrai qu'il y a quelques exemples de PME et d'ETI qui commencent à prospérer sur le sujet. Je pense à une entreprise de la région lyonnaise qui s'appelle Visative et qui accompagne les PME dans leur transformation numérique et leur innovation, et qui a récemment encore, en 2022, lancé un grand plan d'accès à l'actionnariat salarié pour ses collaborateurs avec des succès importants. Ce qu'on observe d'ailleurs, c'est que quand on arrive à mettre en place ce type de dispositif, le climat social, la performance financière et extra-financière de l'entreprise est meilleure. Donc il faut effectivement avancer. C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant, que ce soit l'actionnariat salarié, l'intéressement et la participation. Et là, en plus, on a un boulevard, puisque la loi partage de la valeur, qui a été adoptée par le Parlement à la fin de l'année dernière, entre en vigueur, et qu'au 1er janvier 2025, je veux le rappeler, pour les entreprises de 11 à 49 salariés, qui jusqu'à présent étaient très peu dotées, eh bien, il y a un objectif qu'elles puissent s'appuyer sur au moins un dispositif de partage de la valeur au 1er janvier de l'année prochaine. Donc on va dans la bonne direction. Merci François Perret. Merci.